grande édition du journal. Nous rejoignons dans cette actualité, madame, messieurs, voici le sommaire. Une vidéo virale avec maltraitance d'une jeune femme à Malembankoulou choque sur les réseaux sociaux. Le gouvernement de la République exige une enquête minutieuse et l'établissement de responsabilités. Les résultats des élections de décembre seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Denis Kadima a donné cette information au cours de la concertation avec la société civile organisée aujourd'hui à Kinshasa, précisément au Palais du Peuple. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Ouverture, conférence des gouverneurs aujourd'hui dans la capitale, un moment du bilan pour les entités territoriales à la base, cérémonie présidée par Félix-Antoine Tshisekedi, reportage de Blandine Zovo. La République démocratique du Congo, dans sa profondeur et du haut de ses 2 345 409 km², était valablement représentée dans ce mythique salle des congrès du Palais de la Nation. Ils sont venus de toutes les 26 provinces du pays. Tous ont répondu présents à ce sacré rendez-vous annuel. Après Mbandaka dans la province de l'Équateur l'année dernière, la 10e conférence des gouverneurs s'ouvre ce jour à Kinshasa, la capitale. Cette conférence est la 4e et la dernière du premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était tout indiquée pour évaluer l'efficacité des stratégies visant à assurer un fonctionnement harmonieux entre l'exécutif national et les provinces. Dans un mémorandum lu devant le président de la République, les gouverneurs des provinces réclament plus d'autonomie et des moyens de leur politique. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevant de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Mai-Ndombe, je sais de quoi je parle. Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. L'heure étant au bilan, les chefs des exécutifs provinciaux ont été mis devant leurs responsabilités quant à l'exécution des différents programmes de développement à la base engagés par la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En sa qualité de garant de la nation et président de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a émis quelques inquiétudes quant à l'exécution des recommandations issues des 2 dernières conférences. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base.
État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces, ce thème évocateur rappelle aux chefs des exécutifs provinciaux leur rôle régalien, celui non seulement de veiller au respect de l'exécution et de l'application des lois, décrets et règlements qui régissent notre pays, mais aussi de favoriser l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires dans le territoire de leurs entités respectives. Et si le président de la République nommait les gouverneurs, ça aiderait à réduire les tensions politiques entre les assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces. C'est l'une des réactions recueillies sur place. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, par contre, estime que la conférence des gouverneurs est un meilleur cadre de discussion. L'institution conférence de gouverneurs est constitutionnelle, donc c'est les cadres où on discute justement les questions qui concernent à la fois les provinces et les pays de manière générale. Et lorsqu'il y a un faible taux du degré d'application de ce qui avait été convenu, qui a des conséquences dans les vécus quotidiens des populations. Et donc cette 10e conférence est une occasion qui permettra aux uns aux autres de se mettre ensemble pour discuter justement. Vous avez suivi la motion des gouverneurs en début de ces assises. Il y a bien de sujets qui doivent être discutés pour être clarifiés. Alors pour nous, les gouverneurs de province, unis comme un seul homme, nous avons profité de cette occasion pour signer une motion en faveur du président de la République. Nous demandons donc aux Congolais de tous les bords, nous demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de soutenir la candidature du président afin de lui donner un deuxième mandat. En ce qui concerne les élections, ils l'ont dit dans ce sens-là des élections qu'on appuie de façon que les projets qui sont déjà en cours, les 145 territoires et d'autres projets qui doivent être pérennisés, n'est-ce pas, seront pris en compte. De manière générale, je souhaite simplement que le chef de l'État puisse prendre une nouvelle direction sur les institutions provinciales et également que les gouverneurs de province puissent peut-être dans un futur proche être, pourquoi pas, nommés par lui ou simplement que la Constitution puisse nous donner une certaine largesse pour pouvoir établir un fonctionnement qui sera totalement nouveau. Hier, devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République a salué la production législative. Beaucoup plus de lois votées pour l'organisation des élections. On l'écoute dans cet extrait choisi par Patrick Michel Moukoui. Honorables députés nationaux et sénateurs, il me revient tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude et la reconnaissance de toute la République pour l'assiduité avec laquelle vous vous êtes acquittés de vos missions principales, à savoir la production législative et le contrôle parlementaire. S'agissant de votre prérogative de légiférer, cette dernière a permis de doter notre pays de cadres normatifs essentiels à la marche de la nation. Dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement patriotique remarquable, matérialisé par les autorisations successives et responsables de prorogation de l'état de siège. Ces autorisations ont permis au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions en vue de la pacification des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Aussi, je remercie les 2 bureaux de nos chambres législatives pour leur action managériale. Pour ce faire, vous avez, au cours de cette législature, doté notre pays de toutes les lois essentielles à l'organisation des élections tant attendues par notre peuple, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, la réforme de la loi électorale ainsi que la loi sur la répartition des sièges. Pour cet engagement soutenu, vous pouvez vous estimer heureux et fier d'avoir été au service de la nation. La situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et de Massissi.
Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo, Kalake et mise en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 autour de la ville de Goma. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Tollé sur les réseaux sociaux, une scène insoutenable d'une sorte de conflit communautaire qui a dégénéré et a produit un choc des consciences. Dans un communiqué, le gouvernement de la République exige une enquête. Des acteurs politiques appellent à des sanctions exemplaires. Edith Chel. Les images sont insoutenables et suscitent de l'émotion. 4 personnes sont mortes lundi dernier à Malimbankoulou dans le Haut-Lomami, dans les conditions qui restent encore à élucider. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a instruit la gouverneure de cette province d'initier une mission d'investigation dans les territoires de Malimbankoulou pour comprendre comment les scènes si horribles ont pu se passer. Le vice-premier ministre de l'Intérieur exige que soit associée la justice pour que les responsabilités soient établies et que les arrestations opérées et que les coupables répondent de leurs actes. Dans l'entretemps, les notables de l'espace Katanga se sont réunis et lancent un appel à la paix et à la cohabitation pacifique. Personne de nous ne peut accepter ce qui s'est fait à Malimbankoulou. Et nous savons très bien que ce n'est pas notre culture. Ce qui s'est fait là-bas est totalement importé ou soit organisé de toutes pièces. Et nous le savons. Et nous sommes en train donc de suivre ce qui s'est fait, que cela est organisé par des politiciens qui ne veulent pas qu'il y ait donc des élections au Congo. Voilà le pourquoi nous appelons d'abord, premièrement, tous nos frères qui sont à Malemba de cesser et de ne pas être manipulés par ces politiciens en mauvaise posture. Pour Alex, c'est de l'ex que les fauteurs à nos troubles, on doit les arrêter, il faut sévir, il faut les punir conformément aux dispositions légales de notre pays. Aux autres citoyens, où que vous soyez, vous êtes dans votre pays. La constitution de notre pays vous donne cette prérogative d'habiter n'importe quel coin de la République. Et puis cette information, la délégation syndicale du cadastre minier a pris avec stupéfaction connaissance de la circulation sur les réseaux sociaux des informations relayées par quelques organes de presse attribuées à certains agents sous anonymat. Ces informations font état d'un prétendu détournement au cadastre minier et d'une mégestion des mandataires récemment désignés par le président de la République pour redresser l'établissement. Réunis en séance extraordinaire pour examiner ce dossier, la délégation syndicale du cadastre minier, tout en restant vigilante sur la gestion de cet établissement, rejette vigoureusement ces allégations dont la teneur frise la diffamation et l'imputation dommageable, fait prévu et puni par le code pénal congolais. La délégation syndicale, tout en appelant les agents et cadres à poursuivre sereinement le travail, tient à réitérer son soutien à toute initiative de la direction générale ainsi qu'à celle du conseil d'administration visant principalement l'amélioration du service, notamment sur la situation administrative du personnel en vue d'optimiser la gestion du domaine minier et des titres concédés. Cette communication porte la signature de Philippe
Mbouyamba, vice-président de la délégation syndicale du cadastre minier. Que se passe-t-il à la Gécamine? Adel Kaïnda exhorte l'équipe dirigeante à plus de cohésion. La ministre du portefeuille exige l'implication de tous pour une bonne gestion. Elle a donné ce message au cours de la réunion d'évaluation de 9 mois des prestations depuis que les nouveaux animateurs ont été installés. Reportage d'Angèle Mabiala-Lando et de Eli Tumba. 9 mois après leur nomination par le président de la République, les membres du conseil d'administration et de la direction générale de la Générale des carrières des mines sont allés rendre compte de leur bilan à mi-parcours à la patronne des entreprises publiques. Cette réunion avait pour objet l'examen de la situation qui prévaut au sein de la Gécamine. La Gécamine doit demeurer un opérateur minier sur qui l'État devrait fonder sa politique minière. Je vous exhorte à plus de cohésion, en vous rappelant que tout le monde doit être impliqué dans la gestion pour une meilleure gouvernance corporative. En tant que mandataire de l'État, vous êtes astreint à un devoir de redevabilité envers l'actionnaire unique pour en juger de la légalité et de l'opportunité d'une part, et vous devez être solidaire dans les décisions que vous prenez, l'intérêt de l'État devant primer sur toute chose. Le président du conseil d'administration qui remercie la ministre de l'État en charge du portefeuille pour son implication dans le redressement de cette entreprise en dit long. Je dirais que le bilan est positif dans le sens où nous avons redynamisé l'entreprise. Le ministre d'État, ministre du portefeuille est notre actionnaire. Nous avons une relation particulière avec notre État qui nous considère comme un de ses piliers pour pouvoir transformer la politique minière du Congo. Nous voulons que ça se fasse en bonne harmonie avec elle. Pour le directeur général adjoint, la Gécamine doit retrouver sa plus belle robe d'antan pour contribuer au développement du pays. À noter que la présente réunion vise à sensibiliser les membres du conseil d'administration et de la direction générale sur leur rôle et la mission leur assignée afin de relancer les activités de la Gécamine. Des bus pour le transport du personnel. Le comité de gestion de l'ONATRA tient à améliorer la qualité de service de son personnel. Pierre Mbou Saïdi nous fait découvrir la liste des services bénéficiaires de ce charroi automobile. Quelques jours après le passage du chef de l'État au siège social de l'Office national des transports, où Ulaï a présidé la cérémonie de départ à la retraite des cadres et agents de l'ONATRA, la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État, dans la ferme volonté de capitaliser et de s'approprier les acquis positifs de cette descente, a procédé à la dotation de certains départements et directions des moyens concrets de fonctionnement. Nous en profitons aussi pour dire merci au chef de l'État et au gouvernement pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir. Aujourd'hui, nous avons jugé utile d'équiper les services du port de Banana avec un bus pour le transport du personnel. Nous avons aussi les chemins de fer interurbains qui va recevoir aussi un bus pour le transport des receveurs et des contrôleurs des trains urbains. Et ces gens-là, ils sont toujours debout à 3h, 4h du matin pour organiser le service. Nous devons les protéger et puis nous devons les transporter et les ramener chez eux parce qu'ils commencent toujours tôt et c'est eux qui terminent toujours tard, après que chaque client soit déjà parti. Nous avons pensé à notre service de la police avec une camionnette pour leur permettre de pouvoir être mobile sur le terrain. Et enfin, nos relations publiques, vous savez que nous recevons beaucoup de partenaires et puis nous avons aussi des agents qui sont toujours en mouvement. Cette mobilité-là est importante. Et les efforts vont continuer. Au fur et à mesure que nous pourrons améliorer notre trésorerie, au fur et à mesure nos conditions de vie vont s'améliorer aussi. Hormis ces charrois automobiles, un important lot de matériel de salubrité a été également remis au département des services généraux pour faciliter l'exécution des travaux de salubrité et de maintenance dans l'enceinte du bâtiment administratif de l'ONATRA. Actualisation des données géophysiques aéroportées sur base des études réalisées par des Congolais. Les recherches sont financées par le Fonds minier pour des générations futures. Un atelier sur la cartographie minière en RDC a ouvert ses portes à Kinshasa. Reportage de Edith Chalakatala. Toute la cartographie minière dont dispose la République démocratique du Congo date de l'époque coloniale avec les technologies d'alors. Les services géologiques nationaux du Congo en collaboration avec Excalibur et sur un projet de cartographie géophysique aéroportée en première phase et en deuxième phase un suivi au sol
des données géophysiques, géochimiques et géologiques. L'objectif est de permettre au gouvernement de la République de disposer d'un portefeuille minier fiable et de créer une banque de données pour attirer les investisseurs. Les informations que le directeur général du service géologique national du Congo, Raoul Wazenga, a livrées à l'occasion de cet atelier de réflexion sur l'évolution de la recherche géologique et minière vont toutes dans ce sens. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, qui voit en ce projet la vision du président de la République de pourvoir le pays des nouveaux gisements, a confirmé les attentes du gouvernement de ce projet. Nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui pour que la République démocratique du Congo puisse avoir des données fiables sur base de sa propre recherche, de ses propres explorations, afin que nous puissions contrôler toute la chaîne de valeur de nos minéraux. Financé par le gouvernement de la République à hauteur de 60 millions de dollars américains, grâce au fonds minier pour les générations futures, ce projet va renforcer la connaissance du sous-sol congolais parce qu'il s'inscrit bien dans le plan stratégique national d'exploration de la RDC après plusieurs décennies. Comment répondre aux défis qui affectent le secteur minier congolais? Le Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, a organisé un cadre de concertation dans la capitale. Robert Ndaïchi-Sensé. Quelle solution innovante pour répondre efficacement aux défis qui affectent le secteur minier en République démocratique du Congo? C'est sur ces thèmes que les participants et experts du secteur minier se sont apaisantis à cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier organisée du 13 au 14 novembre 2023 par le Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Cette deuxième réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier était une opportunité pour inviter les parties prenantes à s'inscrire dans l'approche de l'innovation en vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui freinent le développement du secteur minier en République démocratique du Congo. À la clôture des travaux de cette deuxième réunion, les coordonnateurs du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, François Momba-Tshimbi, a salué la contribution remarquable des délégués qui ont, dans leurs ateliers respectifs, tracé une ligne de conduite claire à suivre pour booster les secteurs miniers selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour François Momba-Tshimbi, les défis qui minent ce secteur sont énormes. Parmi les engagements phares de M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il y a le fait de créer les conditions pour que les Congolais puissent, d'une part, profiter réellement de ce dont ils disposent. Il a été jugé utile de créer un cadre à partir duquel toutes les catégories impliquées donc, dans cet exercice de la production et de la commercialisation de produits miniers puissent avoir la possibilité d'échanger, de réfléchir. Et parmi les recommandations qui ont été faites au cours de ces travaux, l'on note la nécessité de reviser les codes miniers congolais pour une meilleure adaptation dans le contexte actuel. Le vice-ministre de Mines, Godard Moutemona, les gouverneurs de province, les ministres provinciaux ont activement participé à cette deuxième réunion. Accroître la confiance, renforcer la transparence. La CENI enchaîne des concertations. Denis Kadima était face à la société civile dans toute sa diversité. Le président de la CENI a annoncé que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Tétis Sambaji reste au Fungi. La salle de spectacle du Palais du Peuple a accueilli ce mercredi 15 novembre 2023 un cadre de concertation CENI représentant les organisations de la société civile, animé par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. L'objectif est d'accroître la confiance par le renforcement de la transparence et le caractère inclusif du processus électoral afin de mettre les parties prenantes en confiance. Occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à 6 semaines des scrutins. La CENI fait sa part en termes d'inclusion. Nous tenons à la transparence. Nous vous le répétons. Les résultats des élections seront publiés par bureau de vote. Et c'est la loi. Aujourd'hui, c'est la loi. Donc nous allons le faire par bureau de vote. Pourquoi nous le faisons? C'est pour qu'il y ait transparence. Donc, inclusion, transparence, mais il y a aussi intégrité.
Introduisons ce cadre de concertation. Le deuxième vice-président Didi Mana Alinga en était que l'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par le doute sur la tenue des scrutins, la diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée de la tension dans les relations entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition. Par la suite, avec une attention soutenue, les participants ont suivi les exposés des experts de la CENI sur des questions bien spécifiques. Moment d'échange auxquels ont participé notamment les membres du bureau de la plénière de la CENI, bouclant ainsi la série des cadres de concertation qui ont réuni d'abord, en tout début de semaine, les 26 candidats présidents de la République, puis les partis et regroupements politiques, ainsi que les candidats indépendants. Près de 4700 tonnes de riz, c'est le don du Japon pour financer des projets de développement en RDC. La vente de ce riz va appuyer le fonds de contrepartie et lutter contre la crise alimentaire. La remise officielle a eu lieu aujourd'hui dans les entrepôts au marché Gambela. C'est dans la capitale. Reportage de Pompon Umbalandou et Joe Patrick Coco. Près de 160 000 sacs de riz à injecter sur le marché congolais dans les entrepôts Kiabiku. 10 000 sacs de riz sont emmagasinés. Le Japon renouvelle sa traditionnelle aide au développement pour appuyer différents projets en RDC grâce aux fonds générés après la vente pour constituer les fonds de contrepartie. Ce mercredi, la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka, a salué ses efforts pour assurer la sécurité alimentaire. Elle a énuméré les projets à financer. Il s'agit des projets ci-après. Dans le secteur de la santé, il y en a deux. Le premier, c'est le projet de construction et équipement d'un centre hospitalier à Loto dans le territoire de Lomela, dans la province du Sankourou, exécuté par l'ONG APDI. Le second projet au niveau de la santé est un projet de numération des soins obstétricaux et néonatals, essentiel à l'aide de l'échographie portable sur smartphone en République démocratique du Congo, territoire de Kenge, province du Kwango, exécuté par la société Soi Corporation. Dans le secteur de l'eau, assainissement, il y a un projet de forage, alimentation et distribution d'eau potable pour tous au quartier Kingu, site de camping dans la commune de Selembao, dans la ville-province de Kinshasa, exécuté par l'ONG Genadip Congo. Et enfin, dans le secteur de la protection sociale, il y a un projet de construction et d'équipement des ateliers de formation technique à Mwanda, dans la province du Congo central, exécuté par l'ONG ADS. Pour le diplomate Hiroyuki Minami, ambassadeur du Japon en RDC, ce don vient lutter contre la pauvreté. Le gouvernement du Japon apporte son aide publique au développement en aspirant à une vie meilleure pour tous, en mettant l'accent sur l'aspect de la sécurité humaine. Le Japon entend accompagner les actions du gouvernement congolais en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer la situation nutritionnelle de sa population. La vente du riz à un prix social a pour but d'atteindre les différentes couches des populations, ceci dans le respect du dépôt obligatoire minimum exigé par l'accord du don. Le déchargement du navire a pris fin le 14 novembre dernier et les opérations de livraison se poursuivent au port de Matadi. Dans 80% des entreprises de sous-traitance enregistrées en RDC, des Congolais jouent de la figuration. Constat établi par l'équipe Miguel Katem Kachal, le directeur général de l'ARSP, l'a dit hier à la presse, c'était lors du briefing. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons donc pour la première fois spécialement dans des cadres de redevabilité parce que nous voulons faire un focus sur la structure dont vous avez la direction, en comprendre les missions, comment elle opère et comment les jeunes Congolais arrivent à tirer leur épingle de jeu dans les secteurs de la sous-traitance qui ne concernent pas seulement les secteurs de mines. Et ce soir, vous vous êtes fait accompagner d'une bonne brochette des jeunes entrepreneurs. C'est aussi un signal pour montrer que les jeunes Congolais prennent à bras le corps les défis qu'impose le développement de la République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous passer la parole pour éclairer sur ce que vous faites et surtout sur les stratégies mises en place pour permettre aux jeunes Congolais de tirer leur épingle du jeu. Vous avez la parole. Avant de parler sur la sous-traitance, j'aimerais donner d'abord des éclaircissements. C'est quoi la sous-traitance? Il y a certaines personnes qui font la confusion, qui pensent que la sous-traitance, c'est uniquement dans les secteurs miniers. La sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale.
Alors, lorsque nous sommes arrivés, il fallait commencer par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Pourquoi? Parce que la loi elle-même était méconnue. Et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers de toute la République et nous continuons de vulgariser cette loi afin de pouvoir informer notre population et que la population puisse s'approprier de cette loi sur la sous-traitance parce qu'il en va de l'avantage de notre population. Et cette vulgarisation aussi a pour objectif d'informer et de former notre population à l'entrepreneuriat. C'est le combat du président de la République qui ait beaucoup de PME. Pourquoi? Parce que les PME résout les problèmes directs de la population. Après avoir vulgarisé la loi, nous avons apporté maintenant des réformes. Sur 80% des attestations d'enregistrement ou d'entreprise de sous-traitance, il y avait des Congolais figurants. Pourquoi il y avait des Congolais figurants? Parce que nos amis expatriés savaient que pour être une société éligible, il fallait s'associer aux Congolais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'il s'associe aux Congolais et qu'il a l'attestation d'enregistrement, après, il va évincer le Congolais. Monsieur le directeur général, vous allez continuer parce que on fait un peu de pédagogie. Attestation d'enregistrement, ça veut dire que moi je suis une entreprise. Si je veux fournir des services à une entreprise minière, je viens à l'ARSP, je réponds à un certain nombre de critères et vous me délivrez l'attestation. Effectivement. Pour être enregistré comme entreprise ou société de sous-traitance, il faut avoir l'attestation d'enregistrement à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Très bien. Je vous emmène à Matadi. La ville portuaire accueille depuis ce mercredi les travaux de la 3e édition de la Semaine congolaise du tourisme. On fait le point avec Vital Pagabita. La ville portuaire de Matadi vit en ce moment au rythme de la Semaine congolaise du tourisme 3e édition. À la clé, les allocutions ce mercredi dans la salle de banquet de l'Edia Hotel, du ministre provincial du tourisme, du vice-gouverneur du Congo central et surtout du ministre du tourisme Didier Mazenga Mukanzu qui a circonscrit l'événement, cela en présence des responsables de l'Office national du tourisme, du site touristique de l'Enseigné, des opérateurs économiques et culturels et politico-administratifs. Sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays, du point de vue touristique, joue un rôle important dans le concert des nations, à travers notamment l'Organisation mondiale du tourisme. Je vous invite tous à ne ménager aucun effort afin de produire au travers des panels qui seront organisés un travail, je déclare ouvert les travaux de la 3e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie. Des stands ont été aménagés autour de la piscine où produits locaux et autres œuvres d'art ont forcé l'admiration de tous visiteurs. Christian Loubanzado, jeune artiste peintre, a émerveillé par la finesse de ses œuvres. Ici, je parle de la culture Kuba, de la culture Pende. Nous avons des statues là, ce message de travail, il y a un message de l'amour de maman. Bien avant, le patron du tourisme congolais a échangé avec le vice-gouverneur du Congo central, Grace Kwanga, représentant son titulaire en mission sur le bien fondé de la tenue de cette 3e édition de la Semaine congolaise du tourisme dans cette province. En santé, l'école de santé publique de Kinshasa annonce que les inscriptions pour le master de spécialisation en santé publique pour l'année académique 2023-2024 ont déjà débuté. Les filières ci-après sont organisées: économie de la santé, épidémiologie de terrain, épidémiologie nutritionnelle, santé communautaire, santé environnementale. La date limite des dépôts des candidatures est fixée demain, au jeudi 15 décembre 2023 à 12h. La fiche d'inscription est disponible sur le site www.espkinshasa.net ou au service académique de l'école de santé publique de Kinshasa. Notez, dit ce communiqué, que les inscriptions se feront également en ligne via le site web de l'école de santé publique de Kinshasa et que les candidatures féminines sont très encouragées. On reste en santé pour parler de cette retraite organisée autour de 75 ans de l'OMS.
Déjà à Lubumbashi, le docteur Samuel Roger Kamba participe à ces assises pour reconstruire avec l'Organisation mondiale de la santé sur les différents aspects de cette collaboration, mais également évoluer les actions de l'OMS en RDC. Il travaille également sur la gratuité des accouchements et de soins pour le nouveau-né. C'est dans ces contextes qu'elle organise cette retraite du personnel dans le but d'examiner les performances pragmatiques 2022-2023 et créer les conditions d'une meilleure exécution du budget programme 2024-2025. Cette retraite est une opportunité de renforcer le travail d'équipe et la collaboration à travers une meilleure connaissance de rôle et responsabilité pour l'amélioration de l'environnement de travail, du bien-être et de la productivité du personnel. L'OMS a eu 75 ans et hier à Kinshasa, nous avons visité lors d'une journée de ouverte plutôt des installations de l'OMS. Maintenant, on vient à Lubumbashi pour nous retirer, réfléchir un peu sur les différents aspects de cette collaboration. Mais au-delà de ça, il y a, comme vous savez, que nous sommes en train de déployer la couverture universelle, notamment dans les différentes options qui ont été levées. Et l'option la plus importante qu'on a levée pour l'instant, c'est la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés. Nous sommes en train d'évaluer comment est-ce qu'on démarre ça aussi dans la Notez que la retraite se tiendra pendant 3 jours, dans 2 jours pour le personnel de l'OMS et 1 jour de travail et de dialogue avec le ministre de la Santé. Equity, BCDC et Activa Assurance sont désormais liés par un accord. Ce protocole protège les crédits sollicités par la population et garantit l'assurance de toutes les parties. Explication dans ce reportage de Rodé Panda. Equity BCDC, une institution bancaire locale en RDC depuis 1909, engagée à accompagner les Congolais dans la création des richesses à travers les emprunts et les crédits, et Activa Assurance, une autre institution spécialisée dans la sécurisation assurée de la vie de la population pour les remboursements des crédits. Les deux expériences viennent de s'associer à travers les protocoles d'accord et des partenariats signés ce lundi 13 novembre pour garantir la vie socio-économique des Congolais. La quintessence de cet accord expliquée ici par les deux partenaires déterminés à apporter le sourire à leur clientèle. Là, on venait assister à la signature des protocoles d'accord entre Equity BCDC et Activa d'une part, mais aussi à la signature du protocole d'accord entre Equity Life Insurance et Activa. Deux protocoles qui ont été signés. Equity BCDC, c'est une banque qui est déjà centenaire dans ce pays. Nous avons offert plusieurs produits et services à nos clients, notamment les ouvertures de comptes et les différents crédits que nous avons pu offrir à la population congolaise. Et fort de cela, aujourd'hui, nous avons 2 millions de clients à servir. Après tout ce processus d'accompagnement et surtout que nous avons une vision claire d'être cette institution championne de la prospérité socio-économique de nos populations en transformant leur vie et puis créer ou multiplier les opportunités de se faire de richesse. Si la richesse est déjà créée, nous avons pensé utile comme prochaine étape de pouvoir sécuriser ce que les gens ont pu créer via les produits adaptés qui sont des produits d'assurance. Equity, ils sont là depuis 1909 et nous, on est actifs depuis 25 ans maintenant. Donc c'est deux partenaires avec chacune son expérience qui s'associent justement pour donner un meilleur service donc, à la population congolaise. Nous, aujourd'hui, on vient en support à Equity pour mieux servir leur clientèle, qui vient pour demander des crédits. On vient avec des sécurités supplémentaires, donc en cas de décès, en cas d'invalidité, l'assureur va se substituer à l'emprunteur pour rembourser le prêt à la banque. Le mariage Equity, BCDC et Active Assurance concluent les affaires et la vie socio-économique entre les deux structures et leurs clients sont bien protégés. Un mot de politique avec cette marche de santé et de soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi organisée par l'ACP. À la tête d'une foule immense, cadres et militants de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, le gouverneur de la ville de Kinshasa et autorité morale de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, Gentini Ngobila Mbaka, a parcouru à travers une gigantesque marche de santé
quelques routes secondaires et transcommunales construites ou en cours de construction par le gouvernement provincial quinois sur un itinéraire de 6 km. Parti du rond-point Sakombi à Makampane, en passant par le pont Lubudi au Kaluka, nouvellement construit et qui portera désormais les noms des ponts Fachi, les avenues Landou, Chaba, Ngiringiri et Elengesa, déjà modernisés. Cette véritable démonstration de force de l'ACP, connue comme parti des masses, a eu pour point de chute l'avenue Kikwit en plein travaux d'asphaltage à hauteur de la deuxième porte de la Fikine dans la commune de Lemba, où il s'est adressé à l'assistance. Tout au long de son parcours, le gouverneur bâtisseur Gentil Bilambaka a eu droit aux ovations des riverains en liesse, premiers bénéficiaires du désenclavement de leur commune, car il a fallu attendre son avènement à la tête de la capitale et celui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que pareille réalisation soit rendue possible, a-t-il fait savoir. Dans son speech, le numéro 1 de la ville de Kinshasa et autorité morale de l'ACP a d'abord remercié l'assistance pour avoir répondu massivement à l'appel du secrétaire général de l'ACP et pour l'endurance dont elle a fait montre, signe de la bonne santé affichée par le membre de son parti, a-t-il renchéri. On termine par cette note heureuse. La compagnie Congo Airways a le plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses activités sous l'impulsion et grâce à la sollicitude du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette reprise des activités de Congo Airways SA a pour mission d'assurer le déplacement de la population à travers le pays en toute sécurité et sérénité. Congo Airways SA se fera le plaisir de vous communiquer par ces différents services les détails pour les programmes de vol. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Anita Luambois. Demain 20h, Sandra Nyangitabo. Bonne soirée à toutes et à tous.